bonjour à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc on poursuit les rencontres de l'après-midi. Un peu plus tôt, on a eu une rencontre avec Fabien Clavel, ici présent, sur son travail romanesque. Et maintenant, on initie le cycle Buffy, puisqu'on va avoir une première rencontre avec Fabien Clavel et Marion Olité pour analyser la série. Puis à 17h, ou sûrement un petit peu après 17h, on aura une rencontre avec Claire Guyot, qui est doubleuse et qui est la voix française de Sarah Michelle Gellar et donc de Buffy. Alors, Fabien Clavel, on vous a déjà rencontré précédemment, mais pour ceux qui n'étaient pas là dans l'épisode précédent, c'est vous qui êtes à l'initiative de la journée d'aujourd'hui. On vous en remercie beaucoup. Vous êtes auteur, vous écrivez notamment des romans de fantasy et de fantastique, et puis vous avez une bibliographie qui est assez conséquente, mais vous êtes aussi un très grand fan de Buffy contre les vampires, et vous êtes allé jusqu'à écrire un livre sur la série il n'y a pas longtemps. Il est sorti en octobre, c'était aux éditions de Nemos. Il est là, c'est le livre rouge, et ça s'appelle Buffy, Baroque Épopée. Et puis Marion Olité, vous êtes journaliste indépendante, vous collaborez à des revues comme Têtu, Elle, Mademoiselle, Marie-Claire. Et votre premier livre est sorti aussi en octobre, c'était aussi sur Buffy contre les vampires, et puis là c'était aux éditions Playlist Society. C'est le livre qui est juste à côté, ça s'appelle Buffy ou la révolte à coups de pieu. La première question que j'aurais, qui est pour vous deux, c'est qu'est-ce qui vous a poussé l'un comme l'autre à écrire un livre entier sur une série, sur celle-là? Et puis, comment ça se fait que vos livres soient sortis quasiment le même jour, puisqu'il y en a un qui est sorti le 4 octobre et l'autre le 5 octobre? Je sais pas, un sort a été lancé, mais parce qu'effectivement, j'en parlais juste avant, mais il n'y a pas eu d'essai sur Buffy en France vraiment conséquent pendant des années et des années en fait. Et là, tout d'un coup, on a décidé de s'y mettre sans se concerter et de sortir quasiment la même semaine. Non, c'est vraiment une coïncidence pour le coup. Hein. Enfin, à moins qu'il y ait quelque chose, je suis pas au courant. Non, c'était une surprise aussi d'ailleurs. Et voilà. On a composé avec, mais non, c'est vraiment une coïncidence. Et pourquoi moi j'ai voulu écrire sur Buffy? Buffy, c'est un peu une série qui m'a sauvé la vie, comme beaucoup de jeunes ados, je pense, à la fin des années 90. C'est vraiment, je l'ai découverte voilà, quand j'étais au lycée. Le lycée, c'est jamais facile. Je me suis prise de passion en fait pour cette série. Et puis après, j'ai continué un peu à la binge-watcher. Je sais pas, tous les 2-3 ans, je suis devenue critique de séries et du coup j'ai commencé aussi à analyser Buffy avec un œil un peu plus professionnel, on va dire. Et puis d'année en année, j'ai vu une richesse dans le texte qui m'a donné en fait envie d'écrire un essai quand l'opportunité en fait s'est présentée pour moi d'écrire un premier essai sur une œuvre cinématographique. Oui, bonjour. Moi, en fait, c'était arrivé aussi parce que c'était les 20 ans de la fin de la série. Et du coup, je me suis dépêché en me disant si je l'écris pas maintenant, je l'écrirai jamais. Et alors moi, j'ai eu une adolescence plutôt tranquille, j'avoue. Je l'ai vu un petit peu plus tard, l'adolescence était terminée. Et par contre, ça a été un émerveillement quasi immédiat. Et moi, ça a été une très grosse influence en fait sur la manière de raconter des histoires, et c'est une manière aussi de rendre hommage à une influence majeure, et aussi tout ce qui est pop culture, montrer que ça peut rejoindre en fait la grande culture, la culture légitime, et que les deux vont ensemble. Voilà. Alors, je crois que c'est le cas de quelques personnes dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais ou qui ont très très peu vu Buffy contre les vampires? Vous sortez. Donc il y a au moins 3 personnes qui ne connaissent pas. Et du coup, est-ce que l'un d'entre vous pourrait faire un rapide résumé de qu'est-ce que c'est Buffy? Très rapide. Très d'accord. J'avais aussi vu le film, mais il est nul. C'est pas très formidable. Là, les fans de Buffy seront d'accord avec vous, je pense. Oui, alors Buffy contre les vampires, en fait, le titre est plutôt bien... annonce ce qui va arriver. C'est l'histoire d'une jeune femme californienne qui arrive dans un nouveau lycée, et en fait, on apprend que c'est une élue, c'est une tueuse de vampires, elle fait partie d'une lignée matrilinéaire et qui remonte jusqu'à la préhistoire, c'est-à-dire qu'à chaque génération, comme le dit la prémisse là, de la série dans les saisons 1 et 2, à chaque génération il y a une élue et elle devra combattre les forces du mal.
Elle s'appelle Buffy là pour cette génération-là. Et quand on arrive en fait au niveau de la première saison, elle arrive à Sunnydale, qui est voilà une petite ville où elle découvre en fait que le lycée où elle va, et ben en dessous il y a une bouche de l'enfer dans la bibliothèque. Et qu'en fait c'est de là que sortent tous les démons qu'elle va devoir affronter. Donc elle fait la connaissance aussi dès les premiers épisodes des personnes qui vont devenir ses amis et son système de soutien. C'est donc les personnages de Xander, un petit clown sympathique, un peu loser, qui en pince rapidement pour Buffy, et Willow, qui est aussi un petit clown sympathique, un peu nerd, qui n'en passe pas pour Buffy, mais qui va développer voilà, une amitié très très importante pour la suite de la série avec Buffy. Et donc on découvre tout cet univers. Elle rencontre aussi ce qu'on appelle son observateur, parce qu'elle est au-dessus d'elle, en fait, il y a un conseil des observateurs qui l'aide à l'entraîner contre ce combat contre les forces du mal, dont elle est censée être un peu la main armée. Et donc elle est entraînée par Giles, qui est aussi le bibliothèque du lycée de Sunnydale, et qui va lui apprendre tout ce qu'il peut pour qu'elle puisse combattre de nombreux démons et qu'elle repousse de nombreuses apocalypses. Voilà, en gros. Super bien résumé. Hein. Je pense que personne n'aurait mieux fait. Et du coup, à la télévision, Buffy, ça a été diffusé entre 1997 et 2003. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, plus de 20 ans après la dernière diffusion, on est encore à regarder les épisodes, à en parler, puis même à se réunir ici pour l'analyser? C'est quoi ces raisons? Parce que c'est un chef-d'œuvre. Oui, ça oui. Alors pourquoi? Parce que en fait on est assez vite au courant quand on la regarde. En fait c'est une série qui est extrêmement bien écrite. C'est-à-dire que à une époque en fait où il y a très peu de séries qui le font, c'est une série qui est feuilletonnante, où les personnages déjà vont évoluer au fur et à mesure du temps, et au lieu d'avoir une espèce de reset au début de chaque épisode, en fait la mémoire continue, et donc il y a une construction déjà qui est très très forte. Et comme la série est entièrement une métaphore de l'adolescence, c'est très important de voir les personnages grandir. L'autre élément, c'est que la série n'arrête pas de faire référence à elle-même. Donc il y a un mouvement complexe et continu d'allusion à la série elle-même, à ce que les personnages ont vécu. Parfois on fait des références à des événements qui sont arrivés 2 ou 3 saisons plus tôt. Il y a des événements qui sont annoncés 2 saisons à l'avance. Donc c'est extrêmement bien écrit de ce point de vue-là. Les personnages sont très attachants. C'est très varié, c'est très cohérent, et ce qui fait que d'ailleurs quand on la revoit maintenant, on voit pas l'écart au niveau de l'écriture par rapport à des séries plus anciennes, des séries contemporaines de Buffy, parce que c'est écrit de façon très moderne, parce que ça a influencé tellement l'écriture des séries après, que tout le monde s'est engouffré dans la brèche, mais peu ont réussi à faire ça aussi bien. Mais d'ailleurs je trouve qu'il y a une énorme évolution entre, on sera d'accord, entre la première saison et les dernières. Il y a une énorme évolution de la série, que ce soit dans le ton, parce que c'est quand même, il y aura toujours ce côté teen movie qui fait partie de la série, et c'est parfait qu'il y ait ça, mais on va quand même aller vers quelque chose de plus sombre et de plus réaliste dans le traitement. Et puis surtout je trouve que justement au niveau de la narration, au départ on est vraiment sur le bad of the week, le méchant de l'épisode qu'il faut combattre, et à la fin on sort un peu quand même de ce schéma là pour justement tendre vers la narration au long terme de plus en plus, je trouve. Oui, mais même malgré ça, dès les premières saisons, il y a déjà des allusions sans cesse à ce que les personnages ont déjà vécu. Donc c'est quand même un mouvement qui existe dès le début et qui est quand même vraiment très rare. C'est-à-dire il fait confiance à la mémoire du spectateur, ce qui est original à un moment où les épisodes sont diffusés une fois par semaine, où on n'est pas sûr que les gens vont voir l'épisode suivant, etc. Où les cassettes vidéo commencent à arriver, mais on n'a pas l'habitude vraiment de tout regarder à la suite. Buffy, c'est une série qui supporte très très bien d'être vue à la suite. Alors que d'autres saisons plus anciennes, même X-Files, ça marche pas bien comme ça, alors qu'elle est contemporaine, qu'elle a influencé en partie Buffy. C'est vraiment une série qui réussit, malgré des divergences d'opinion en cours de route, des changements, il y a des acteurs qui partent, ils changent de showrunner, etc., ils changent de chaîne. Ils ont réussi à maintenir un niveau de qualité et de cohérence assez hallucinant.
Oui, sur le fait que c'est un peu plus feuilletonnant vers la fin de la série. Je pense aussi que l'univers des séries change. Buffy s'arrête donc en 2003. En 2004, c'est le Golden Age des séries où on a des choses comme Lost qui arrivent, Desperate, Doctor House, Battlestar Galactica. Buffy est un peu précurseuse de toutes ces séries avec des rebondissements incroyables. La saison 5 de Buffy avec l'arrivée de Dawn. Effectivement, elle est. Je pense que Joss Whedon a eu un peu plus de liberté sur les saisons suivantes après le succès des premières. Et ça lui a permis en fait vraiment de s'amuser dans une cour de récré avec son objet sériel et d'aller là où peu de séries avaient encore été jusqu'ici, quoi. Et puis le fait aussi que Buffy, ce qui prête aussi bien à faire du feuilletonnant, elle sort du lycée, donc une fois que les 3 premières saisons sont passées, ce qu'elle affronte, c'est plus complexe. La vie d'adulte, c'est autre chose que la vie du lycée qui est rythmée par chaque jour a ses petits problèmes, chaque jour son petit démon. Au final, ça fonctionne très bien dans les années lycée. Ils sont un peu obligés d'abandonner le côté métaphore démoniaque. Enfin, elle y est encore par moment, mais ils sont obligés de créer un univers une mythologie plus dense pour aller avec le personnage de Buffy qui fait face à un monde qui n'est plus le monde noir et blanc qu'elle appréhende au début de la série. Et justement, pour parler du côté métaphorique des démons, je voulais qu'on commence par parler de la figure du vampire, parce que ce soit le titre français Buffy contre les vampires ou dans la VO Buffy the Vampire Slayer, le mot important c'est vampire. Et du coup, le vampire, c'est une figure qui est très connue, qui a été beaucoup reprise, et on peut en faire un peu ce qu'on veut. Il y a plein de manières de l'interpréter. On peut penser au vampire d'Anne Rice, que ce soit dans les romans d'Anne Rice ou dans, par exemple, l'adaptation au cinéma d'Entretien avec un vampire. Là, les vampires sont plutôt des bourgeois très raffinés. Louis et Lestat, ils ont des noms à particules. On va prendre un opposé, The Addiction, le film d'Abel Ferrara. Là, les vampires, c'est plutôt des espèces de toxicomanes qui sont des parias dans un New York un peu dégueulasse. Enfin, voilà, il y a plein de manières d'adapter cette figure-là. Alors, pour vous, comment est-ce que... qu'est-ce que c'est la figure du vampire dans Buffy et comment est-ce que Joss Whedon et son équipe ont eu envie de s'en emparer? Ok. Ma question ne vous inspire pas du tout. Ah si, complètement. J'adore tout ce qui est mythologie de vampires. Donc si. En fait, c'est parce qu'elle est protéiforme, la figure du vampire, qu'elle apparaît dans Buffy sous plein aussi de visages différents. Il n'y a pas un seul vampire dans Buffy, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, si on prend les vampires que Buffy combat au cimetière, dans tous les épisodes, ils sont un peu bébêtes, donc pour moi il y a quand même une forme de désacralisation de la figure du vampire, très machiavélique, qui a une emprise comme ça, surtout sur les jeunes femmes. Ils ont en plus au niveau des prothèses, ils ont les yeux qui louchent, ils ont pas l'air vraiment d'avoir inventé le fil à couper le beurre, ils parlent assez peu aussi, c'est souvent Buffy se fout un peu de leur gueule avant de leur planter le pieu dans le cœur. Donc il y a ça, il y a cette idée-là. Il représente une forme de patriarcat de toute façon, le vampire. C'est bien pour ça que Buffy tue tous les soirs dans les rues. Il y a un côté un peu... elle reprend un peu le pouvoir dans un espace public qui est très hostile aux femmes, on le sait. Donc il y a cette idée-là. Et puis même, il y a aussi l'idée, de retourner la figure du vampire à la Nosferatu en première saison avec le maître. Donc au départ, il y a le premier combat, elle le perd, et le second, quand il essaie de la ramener à elle, elle lui dit mais garde tes conneries tes trucs de touristes d'emprise là pour les touristes, je veux dire tes trucs d'emprise pour les touristes, et du coup elle est plus sous son emprise. Donc il y a l'idée quand même d'une espèce d'émancipation de cette jeune femme. Après le vampire aussi à travers les figures de Spike, de Angel, et même un peu en saison 1 parce qu'elle en rêve, il y a aussi l'idée que le vampire représente les pulsions adolescentes, les pulsions sexuelles, les désirs de cette jeune femme. Ça catalyse un peu surtout le perso d'Angel et Spike qui sont souvent torse nu. Elle a un désir pour eux. Donc il représente ça, il représente aussi la queerness, il y a beaucoup de choses qui sont un peu codifiées LGBT dans Buffy, et par exemple le perso de Spike, il est pas mal codifié queer, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas avoir d'histoire d'amour avec des hommes, mais dans certains épisodes, dans sa relation avec Xander ou dans sa relation avec Angel, il y a des dialogues qui sont
assez croustillant et que les personnes concernées vont décoder comme ça de cette manière. Donc en fait, le vampire, on peut lui faire plein de choses et on peut même le faire évoluer. C'est ça qui est intéressant dans Buffy. Angel et Spike, le fait qu'ils aient une âme, ça les change complètement. Ils changent entre la première saison et la dernière. Donc voilà, pour moi, le vampire dans Buffy, c'est vraiment un outil qui permet à Joss Whedon de raconter plein de choses, quoi. Oui, pour prolonger ce que tu as dit, effectivement, le vampire, c'est aussi la pulsion dans la série, c'est-à-dire c'est vraiment le ça, c'est toutes les pulsions qui arrivent au moment de l'adolescence, mais pas que, qui doivent être domestiquées. De l'autre côté, il y a le surmoi, si on reprend la deuxième topique freudienne, c'est-à-dire le conseil des observateurs qui dit la loi, mais qui est une loi qui est trop rigide, qui donc est dangereuse aussi. Et en fait, tout le travail de Buffy, ça va être d'évoluer entre ces deux trucs-là, parce que le ça, c'est le désir, et si on cède au désir, il se passe n'importe quoi. Si on cède complètement au surmoi, c'est invivable. Et donc, il va falloir composer entre les deux. Et donc, toute l'aventure de Buffy, c'est de composer entre les deux. Et la figure dont tu parlais, effectivement, du vampire avec une âme qu'on retrouve chez Spike et chez Angel, c'est vraiment, justement, cette combinaison inédite où elle arrive, en fait, à trouver comment vivre en rejetant petit à petit le conseil, puisque si vous avez vu la série, petit à petit, le conseil est éloigné. Elle trouve une autre manière en fait, elle trouve l'autonomie. Elle se règle toute seule, elle-même. Avec des excès, toute la saison parle de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est quand on a non seulement de l'autonomie, mais qu'on a autorité sur les autres, comment ne pas abuser de son pouvoir. Et aussi, donc, elle est attirée évidemment par ces vampires. Et donc, finalement, elle accepte de coucher avec des vampires, mais que des vampires avec une âme. Et en fait, c'est toute l'histoire de la série, c'est construire cette figure particulière et pour arriver à survivre et au-delà des contradictions. Et en fait, tous les personnages en fait évoluent au milieu des contradictions comme ça, mais c'est Buffy qui est la plus représentative et qui utilise vraiment la figure du vampire pour ça. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est vraiment particulier à la série, le fait que la question de l'âme ou non des vampires, puisque le fonctionnement des vampires dans Buffy, c'est en gros, quand on devient vampire, on n'est plus l'humain qu'on était parce qu'on a perdu son âme, c'est un démon qui va prendre notre place. Donc en gros, si on a perdu notre âme, on est méchant, et par contre, on peut éventuellement retrouver notre âme, et là on redevient l'humain qu'on était en quelque sorte, on redevient gentil. Enfin, très très schématiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Déjà, est-ce que c'est une conception du vampire qui s'est vue ailleurs avant Buffy ? Ou est-ce que c'est vraiment propre à la série ? Alors moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres choses comme ça. Anne Rice, comme on disait tout à l'heure, elle est très importante pour humaniser la figure du vampire. C'est-à-dire, le vampire n'est pas juste le méchant dans son château qui fait et qu'on essaye de détruire. C'est aussi quelqu'un qui va avoir une vie sentimentale, etc. Mais non, pour moi, cette figure du vampire avec une âme, c'est une construction qui est dans la série et qui en plus n'est pas due entièrement à Joss Whedon. C'est Joss Whedon, si j'ai bien compris, qui a dû considérer aussi d'autres personnes qui voulaient des figures de vampires un peu plus romantiques, etc. Et c'est des concessions, en fait, c'est du compromis, en fait, entre plein de visions ensemble. Lui était plutôt, par exemple, que quand Spike arrive, Spike, il est censé mourir très vite. Il est censé disparaître au bout de quelques épisodes, et justement l'acteur a raconté plusieurs fois qu'il le joue romantique exprès pour garder son boulot, pour plaire au public. Ça a très très bien marché. Et ça a déclenché la colère de Joss Whedon qui l'a menacé, parce que ça allait à l'encontre de la vision qu'il avait du vampire. Et donc ce qui est marrant, c'est qu'en fait c'est pas forcément concerté, c'est-à-dire ça s'est construit au fur et à mesure dans la série, c'est un peu un hasard. C'est d'ailleurs assez miraculeux qu'ils aient réussi à faire quelque chose qui se tienne tout du long. Et puis surtout, heureusement que ça s'est fait, parce que c'est ça qui rend les personnages plus complexes et plus intéressants. S'il y avait eu que des vampires guignols qu'on tue dans le cimetière, ça aurait été quand même très très pauvre. Oui, non, c'est sûr. Sur la question de l'âme, je voulais juste ajouter que peut-être que aussi Joss Whedon a quand même été inspiré par le personnage de Louis dans Entretien avec un vampire. Il n'a pas vraiment d'âme, mais en fait, il est quand même très très différent de Lestat, et il ne supporte pas de tuer des humains. Donc on est quand même très proche d'un personnage torturé à la Angel. La seule différence entre Louis et Angel, en fait, c'est que voilà, Angel, on explique que il y a cette malédiction et qu'il a une âme humaine, alors que les vampires dans Buffy ont une âme démoniaque. Et puis cette histoire d'âme, en fait, oui, ça sent.
c'est un outil qui est fait pour la Buffy de 16 ans et pour faire comprendre vampire méchant, humain gentil. Et puis en fait après ça on voit bien qu'à partir dès la saison 2 en fait ça commence un petit l'arrivée d'Angel change déjà la donne, et puis en saison 2 elle commence à se poser des questions, elle voit que la vie est plus compliquée que ça, et puis que la majorité des vampires sont certes méchants mais qu'il y a beaucoup d'exceptions, et qu'on peut pas faire autant de généralités qu'elle le pensait. Et puis après c'est le personnage de Riley en saison 4 qui vient rappeler ça, parce que lui il arrive avec une vision très blanc-noir, et donc les démons sont tous méchants, et on fait pas d'exception, et on voit qu'il se heurte à la vision de Buffy et Willow sur le sujet, quoi. Et donc là en fait c'est marrant, il y a un épisode aussi de la saison 3 où justement quelqu'un rappelle à Angel au moment où Willow devient une vampire momentanément, elle se rend compte qu'elle est maybe gay, ou je sais plus, kind of gay, un truc comme ça, et je crois que Buffy tente de la rassurer en disant non mais c'est pas grave, c'est un truc, enfin c'est un vampire, c'est pas vraiment toi, et il y a Angel qui commence à dire ouais c'est un peu plus compliqué que ça, et puis après on arrête tout de suite le dialogue, donc il y a un peu d'humour, mais c'est justement du coup dès la saison 3 on nous dit ouais non en fait il y a quand même quelque chose, enfin entre le vampire et l'être humain qu'il y avait avant, il y a un vrai lien, c'est pas complètement ce qu'on nous racontait en saison 1, quoi. Oui, et puis après il y a toute l'histoire avec le personnage de Spike qui rend ça encore plus intéressant, parce que Spike n'a toujours pas son âme, mais il va quand même se ranger du côté des gentils, et puis même pas par éthique ou moralité ou quoi, c'est juste qu'il aime la baston. Il peut momentanément plus se battre contre les humains pour une raison obscure liée au scénario, et du coup il va se retrouver avec les humains pour se battre contre des monstres, parce que en fait c'est les seules créatures contre lesquelles il peut se battre à ce moment-là, et donc juste pour pouvoir se battre finalement il va décider de faire le bien. Et du coup c'est vraiment très très complexe et ambigu, et c'est encore plus intéressant. Oui, le personnage de Spike, pour ça, il rend les choses encore plus compliquées, effectivement, parce qu'en décidant, en fait, quand il finit par décider d'aller chercher son âme, c'est parce que c'est par amour pour Buffy aussi. Donc, en fait, ce que nous raconte la série, c'est que il y a quelque chose l'amour transforme. Même une personne qui est censée être foncièrement diabolique ou méchante, ou qui est censée être née pour faire le mal, peut changer. Et c'est ça qui est beau aussi, parce que c'est vrai que ce concept de l'âme il est un petit peu gênant quand même, parce qu'il y a un côté un peu je sais pas, tu n'as pas d'âme donc je te tue, enfin c'est quand on y repense c'est un peu, je trouve ça très bien qu'ils aient un petit peu évolué sur ce sujet, et que le personnage de Spike a la chance d'avoir il est là de la saison 2 à la saison 7, donc c'est un de ceux qui a une trajectoire les plus impressionnantes, et de commencer par en faire un méchant pour aller vers un gentil, forcément c'est intéressant. Et puis tout au long de la série, il va y avoir énormément de revirements et d'évolutions et de métamorphoses des personnages, pas que Spike, d'autres aussi, et ça fait partie ça va rejoindre directement les thématiques que vous abordez dans votre livre, Fabien Clavel, puisque le propos central de votre essai, qui s'appelle Buffy baroque épopée, c'est que en fait Buffy est une série qui correspond aux critères de l'esthétique baroque, même si ce n'est pas du tout la même époque. En fait, ça paraît bizarre au départ, et puis quand on vous lit, ça devient complètement évident. Vous expliquez que un des principes de l'esthétique baroque, c'est le mouvement, l'impermanence, l'instabilité, l'évolution, et ça rentre complètement dans beaucoup de points du Buffyverse, l'univers de Buffy, et notamment l'évolution des personnages. Oui, alors je pense que ça vient surtout du matériau de départ, du thème de départ qui est l'adolescence. L'adolescence étant un âge de bouleversement, je pense qu'en cherchant, ils sont arrivés à cette esthétique baroque qui est une esthétique du masque, une esthétique comme on l'a dit, du mouvement, de l'illusion, et ça marche très bien justement avec la figure ambiguë du vampire, c'est-à-dire il a le même visage que ce qu'il était en tant que vivant, mais il est mort, mais il a un deuxième masque de vampire. Mais il garde peut-être quand même des choses de ce qu'il était avant, donc on est perdu, quoi. Il y a un mouvement continuel, et ce qui est marrant par contre, c'est que en partant de là, les auteurs et autrices de la série
ont vraiment travaillé pour que ça apparaisse à tous les niveaux. C'est-à-dire que même le décor est frappé de tout ça. C'est-à-dire que on prend la maison de Buffy, par exemple, elle est détruite plusieurs fois. Même il y a des blagues à la fin où Alex n'arrête pas de réparer la fenêtre de la cuisine en disant j'ai l'impression d'être dans un jour sans fin, etc. Mais pourquoi ? Parce que voilà, on détruit les trucs. Même dans la dernière saison, Spike il passe à travers un mur, il passe à travers le plafond à un moment. Il y a des inondations et tout. Donc le monde est instable. Et ça, je pense que c'est dû à un autre élément qu'ils ont très très bien utilisé, c'est toute la mythologie rattachée en fait à la Californie, qui est un endroit qui est sur une plaque tectonique, et enfin entre deux plaques tectoniques. Il y a, je sais plus comment s'appelle l'endroit, c'est San José, je crois. Du coup, c'est un endroit où on attend éventuellement un très grand tremblement de terre. Donc c'est vraiment l'instabilité la plus totale, et d'ailleurs le maître dans la saison 1 attend ce nouveau tremblement de terre pour ressurgir. Donc le mal et la tectonique des plaques sont vraiment mis en parallèle, et c'est pour ça que le décor, aussi bien que la vie des personnages, va être bouleversé en permanence. Et je pense qu'ils ont... Je pense pas qu'ils l'aient fait vraiment exprès, mais naturellement ils sont arrivés à cette esthétique qui traduisait le mieux un peu tout ce qu'ils voulaient dire. Oui, c'est en fait, il y a une instabilité, il y a une destruction cyclique et une instabilité, pas que des bâtiments, parce qu'il y a la maison de Buffy, mais il y a le lycée, mais en fait, c'est même la ville même qui est construite sur la bouche de l'enfer, et à la fin de la série, elle est complètement détruite. Oui. Et d'ailleurs, la série s'arrête quand la destruction est totale. C'est-à-dire, ça marche que tant qu'il y a une espèce d'équilibre entre destruction et reconstruction. Et il y a plein de moments, en fait, pareil, dans les dernières saisons, où il y a des tas de maisons vides, qui sont un peu à l'abandon. On joue beaucoup sur ça. En fait, c'est une ville qui est un peu trouée. Déjà, elle est trouée dans le sol, parce que les vampires se déplacent souvent sous terre, ou vivent sous terre. Il y a les égouts qu'on va explorer. Il y a des démons qui se cachent aussi en dessous, qui se déplacent par en dessous. Et puis, vraiment, voilà, il y a au début de la saison 6, pareil, il y a une bande de bikers démoniaques qui arrivent et qui mettent à sac la ville. Et il y a des gens qui s'enfuient, la ville a l'air quasiment déserte, personne ne réagit, on ne voit jamais la police, c'est très très étrange, on a une ville d'apocalypse. Et on retrouve un peu cette idée dans la saison 7 où les gens, sentant que les choses vont mal se goupiller, quittent la ville. Clem, par exemple, un des personnages de la fin, qui est lui-même un démon, dit « Non, moi je reste pas, c'est trop dangereux ». Et il s'en va, et d'ailleurs il est dans les embouteillages pour ressortir. Oui, c'est celui qui a les grandes oreilles rabattues, qui est le copain de Spike, qui d'ailleurs, qui va totalement avec ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est un personnage qui pourrait pas apparaître dans les premières saisons, puisque c'est vraiment l'ambiguïté, enfin non, justement c'est plus l'ambiguïté, c'est un démon qui est sympa. Et il est gentil, lui il fait de mal à personne, il y a juste un moment où il fait une grimace, mais c'est tout. On le voit, voilà, il mange des chats, on le voit jamais. Il a arrêté. Voilà, mais je crois qu'il paraît qu'il essaye d'arrêter. Mais voilà, effectivement, c'est un personnage qui incarne cet apprentissage de la complexité qui attend Buffy. Justement, qu'est-ce qui, pour vous, fait qu'un personnage soit réussi, c'est-à-dire soit bien écrit ? Plein de choses, mais alors déjà, il faut qu'il soit bien caractérisé. Alors si par exemple on prend le personnage de Spike, il est très bien caractérisé. Il est rock'n'roll, d'un point de vue du costume, il est complètement identifiable, il est blond platine, il a ce manteau en cuir qui va raconter une histoire, en plus il n'est pas habillé comme ça par hasard, quoi. C'est en rapport avec son côté poète incompris, donc il a un background qu'on apprend aussi qui est super intéressant. C'est un personnage aussi qui a de l'humour, beaucoup de répliques très fun, et ça joue aussi pour faire un personnage réussi. Et puis c'est un personnage qui a, comme on disait, une trajectoire de rédemption qui est longue, qui n'est pas linéaire, et qui est plus intéressante par exemple que le personnage de Angel, dans la mesure où Angel, il y a un truchement qui fait que quand il devient méchant, c'est pas sa faute, c'est parce que il a cette fameuse malédiction, et donc en fait il peut pas vraiment, on peut pas complètement lui en vouloir. Et du coup, il n'y a pas ce truc je suis responsable de mes actes à 100%. Alors que Spike, lui, il prend ça en charge. Et du coup, il sait que ses actes sont répréhensibles, notamment quand il tente de violer Buffy en saison 6. Et il agit en conséquence. Et c'est lui qui agit pour changer les choses. Alors que Angel subit le sacrifice que fait Buffy de lui en saison 2. Il le choisit pas. Spike il choisit de se sacrifier, le fait aussi d'avoir son âme, Angel ne le choisit pas, Spike le choisit, donc il y a ça aussi. Je pense que des personnages qui sont en capacité d'agir, ce sont des personnages bien écrits, et le personnage de
ce qui est très bien aussi dans Buffy, c'est que le personnage de Buffy est extrêmement bien écrit, super attachant, et même si c'est elle l'héroïne, on pourrait se dire c'est normal, mais non, en fait, il y a des séries avec des héros qui sont assez boring, et des héros qui changent assez peu. Buffy, si c'est un personnage réussi, c'est aussi parce que elle a le droit d'avoir des défauts, elle passe par des moments très sombres, et c'est peut-être pas forcément les saisons que préfèrent les fans, parce qu'on préfère quand Buffy est super badass et qu'elle a pas de problème, mais en fait, tout ce qui fait la complexité de ce personnage, c'est que elle a le droit d'avoir une vie sexuelle qui est débridée, ou parfois elle se fait du mal à elle-même. Elle a le droit aussi elle a accès à ses émotions. Elle a le droit à être en colère, ce qui est assez rare pour un personnage féminin, surtout à cette époque. Elle a le droit aussi d'exprimer sa violence de différentes façons. Et puis c'est un personnage aussi, je pense que l'humour aussi permet de faire des personnages qui sont vraiment attachants. Et je pense que les personnages les moins bien réussis dans la série, c'est aussi ceux que peut-être Joss Whedon n'aimait pas trop, parce que ça se sent en fait. Je pense qu'on sent aussi l'amour que portent les scénaristes à leur personnage. Oui, j'ajouterais que les acteurs, quand même, c'est des personnages très bien écrits, mais les acteurs apportent une dimension supplémentaire. En voyant plusieurs fois la série, on se rend compte quand même aussi de la façon dont ils arrivent à incarner le personnage. Et c'est vrai qu'on a parlé de Buffy et de Spike, les deux acteurs qui les incarnent, moi je trouve, sont excellents. C'est-à-dire ils ont une palette de jeux assez extraordinaire. Il y a plein d'autres acteurs qui sont bons, mais ils sont bons dans leur personnage. On les imagine mal jouer autre chose. Par exemple, le personnage qui joue Xander, il est très très bien dans son personnage. Cordelia, c'est pareil, mais c'est pas des personnages qui ont une très grande variété de jeux. Alors que quand on voit Spike et Buffy qui ont beaucoup de scènes, ils sont capables de jouer sur plein de niveaux et tout ça. Ils sont très très forts. Et pour en revenir à ce que tu disais sur la différence entre Spike et Angel, je me suis rendu compte, moi j'étais en train d'écrire l'essai sur la différence des deux morts qui montre très très bien la différence entre les deux. C'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que les deux vont mourir en fin de saison pour sauver le monde, d'accord ? Sauf qu'évidemment il y en a un, c'est Angel, il est au courant de rien, il est passif, il est en train de pleurer et elle lui dit ferme les yeux. Alors qu'à l'inverse, Spike, quand il meurt, lui dit je veux garder les yeux ouverts. Au contraire, il dit je veux tout voir. C'est lui qui décide de rester. Et donc il est actif. Et d'ailleurs, dans les deux fois, il y a une déclaration d'amour de la part de Buffy. Elle dit qu'elle les aime tous les deux à ce moment-là. Et Spike va même au-delà de ce que fait Angel, parce qu'il répond oui, mais c'est pas vrai. C'est gentil, mais c'est pas vrai. Voilà, et donc il y a un double sacrifice, c'est-à-dire il sacrifie à la fois sa vie et l'amour qu'il attendait de Buffy jusque-là, qu'il renonce à attendre en fait, il attend plus de récompense. Voilà. Donc ces deux morts, en fait, quand on les rapproche, sont hyper intéressantes et vraiment à mettre en parallèle. Et puis un personnage bien écrit ou réussi, c'est pas du tout un personnage sympathique. Forcément, enfin ça n'a aucun équivalent, parce que il y a des personnages qui peuvent être antipathiques et qui sont extrêmement réussis, par exemple Gloria, et d'autres comme Dawn qu'on aurait vraiment envie de bien aimer, enfin d'apprécier, mais qui en tant que personnage est quand même un peu fade, où il y a quelque chose où elle manque un petit peu de relief. Alors moi pour Dawn par exemple, je trouve que l'actrice est très bonne. Parce que dès qu'on lui donne quelque chose à jouer, elle le fait super bien. Mais c'est plutôt au niveau du rôle. Et je pense qu'elle n'est pas bien écrite. Elle n'est pas bien écrite, je pense. Alors tout le monde n'est pas d'accord, mais en fait c'est un personnage pour lequel ils n'ont pas trouvé vraiment de note particulière. C'est-à-dire ils ont tenté plusieurs trucs. À la fin, c'est la sœur de la tueuse. Elle pourrait devenir une prochaine tueuse, mais non. Elle pourrait se mettre à travailler dans les livres. Oui, mais il y a déjà Giles qui fait ça. Elle fait un peu de magie. Bah oui, mais il y a déjà Willow qui fait ça. Elle est la loseuse qui sait rien faire. Bah oui, mais il y a Jack Xander. Et du coup, en fait, elle essaye plein de trucs, mais à aucun moment il lui trouve une originalité intéressante qui fait qu'on s'attache à elle. Donc là, c'est un peu du gâchis, je trouve. D'ailleurs, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, les auteurs. L'actrice n'est vraiment pas exploitée par rapport à ce qu'elle pourrait faire. Elle est bien meilleure quand elle joue, par exemple, le deuil de Buffy. Elle est très très forte. Mais le problème, c'est que ce qu'on retient surtout, c'est les scènes où elle joue l'ado. Il y a un retour en arrière aussi. On avait Buffy qui était une ado vachement intéressante parce qu'elle sortait complètement des clichés. Et on se retrouve avec un cliché d'ado, vous m'embêtez, je claque la porte et je pars en agitant les cheveux. Alors que ça, c'est des trucs qu'on a vu 100 fois. Donc quand on a eu Buffy au début et qu'on a une ado comme ça, très caricaturale,
on attend mieux quoi, des auteurs. Voilà, donc je pense que ça c'est typiquement pour moi l'exemple d'un personnage où ils n'ont pas réussi, parce que c'est dur, je pense qu'ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ouais, j'ajouterais que sur le personnage de Dawn, ce qui est compliqué aussi, c'est que comme tu dis, c'est la petite sœur de la tueuse. Tu peux pas en faire un personnage ultra charismatique parce que sinon elle va faire de l'ombre à Buffy. Et Buffy c'est quand même l'héroïne de la série. Donc il aurait fallu trouver. Je pense qu'ils ont pas passé assez de temps sur l'histoire de la clé en fait. Qu'ils auraient pu peut-être imaginer un truc un peu plus fou quoi. Ils ont vite refermé la porte. Bon bah c'était une clé, elle l'est plus. Allez bye bye. On en revient. C'est juste une ado. Donc mais effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Elle est mal écrite. Ils savaient pas quoi en faire. Et du coup, elle est un peu trop géniarde mais il y a des jolis épisodes. Il y a quand même, en saison 7, elle est plus intéressante, je trouve. En saison 7, il y a notamment ce passage où quand elle pense qu'elle est peut-être la tueuse, et puis en fait non, où Xander vient la voir à la fin de l'épisode pour lui dire qu'elle est exceptionnelle, et que lui, il la voit et qu'il se rend compte de tout le travail qu'elle fait. Il y avait des choses à faire plus sympas avec Dawn. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnages qui sont un peu mal aimés dans la série. Il y a Riley aussi, qui est pourtant qui est un personnage qui est pas fait pour. En fait, c'est un personnage qui a été écrit pour. C'est pas un personnage pour être aimé en fait. On le voit bien. Contrairement, il y a des personnages de méchants qui sont fun dans Buffy. Joss Whedon sait très bien les écrire. D'ailleurs, ça continuons sur sa personnalité, mais il sait plus facilement écrire des personnages de méchants attachants que des personnages de gentils attachants au final, quoi. Les personnages de Face, mais même le maire en saison 3, il est fun, quoi. Spike, avant même d'être gentil, déjà en saison 2, il est fun. Parce qu'il est plus capable, j'ai l'impression, de créer un personnage qui a un peu de cruauté ou qui est un peu méchant, mais de montrer des aspects humains de lui. Donc ça fonctionne, ça, ce paradoxe. Que de montrer tout de suite quelqu'un qui est humain et puis qui se plaint. Pareil, je trouve que sur les tueuses en saison 7, les tueuses potentielles, il y a un petit gâchis aussi, quoi. Il y a pas mal de personnages de jeunes tueuses qui sont un peu insupportables, alors que en fait, elles auraient pu être beaucoup mieux écrites que ça. Oui, ce qui est dommage en plus parce que c'est censé être le moment de sororité. Bon, c'est vrai que... Ouais, il se rattrape dans le final pour la sororité, mais c'est vrai que je pense notamment au personnage de Rona en saison 7, quand on voit toutes les fois où elle parle, c'est toujours tout le temps pour se plaindre d'une action de Buffy. Donc évidemment, nous, notre héroïne c'est Buffy. Au bout d'un moment, on est là, elle commence à nous faire chier celle-ci. Enfin, donc ça fonctionne pas, quoi. Une autre raison, je pense, pour la série est aussi réussie, c'est qu'elle a un univers qui est très très riche et foisonnant. Il y a une grande part d'intertextualité dans la série, c'est-à-dire qu'elle fonctionne beaucoup sur des systèmes de référence, de plagiat ou de reprendre des genres qui existent déjà, beaucoup de références qui sont faites de différents registres. Et en premier lieu, je pense évidemment aux références à la pop culture qu'on retrouve énormément. C'était une époque très méta aussi. Enfin, c'est le début en fait c'est-à-dire d'œuvres qui se font des auto-références à elles-mêmes ou qui nous plongent dans un monde qu'on connaît. Enfin, c'est pareil. Pour donner un exemple, à la fin des années 90, on a aussi Scream qui arrive. Et Scream, c'est le slasher qui déconstruit tous les slashers. Et du coup, à cette époque-là, il y a aussi la série Dawson qui arrive avec un héros qui est fan de films et qui cite Spielberg à tout va. Et donc, dans Buffy, il y a aussi ce truc en fait. Je pense que les gens qui sont arrivés aux commandes des séries et des films à cette époque, dans les années 90, c'est des gens qui ont été biberonnés à la pop culture américaine et qui ont une grosse culture des films et des séries qu'il y a eu avant. Et dans le cas de Joss Whedon, ça va même plus loin. C'est aussi les livres, c'est aussi... et donc il y a cette envie de faire un peu appel à ces inspirations, de montrer... Il y a un côté patchwork en fait qui fonctionne bien dans Buffy, où on a un mélange de choses que Joss Whedon et les scénaristes adorent, donc qui sont référencées dans la série, et aussi Buffy, Xander, Willow, tout ça, qui font des références à des œuvres qui étaient en train d'être diffusées à ce moment-là dans la série. Et ça nous plonge aussi dans un monde qui nous est familier. Ça fonctionne bien pour la suspension d'incrédulité avec le pacte avec le spectateur. C'est-à-dire qu'on regarde une série
qui va citer Star Wars ou qui va citer David Lynch, et on se sent plus proche de ces héros et ces héroïnes. Ils sont quasiment dans le même monde que nous, puisqu'ils savent qui est David Lynch. Bah oui, il y a une connivence entre les personnages et le spectateur, et il cite les comics américains, il cite des choses que j'aime moi aussi, et tout d'un coup on est dans le même monde. Des marques aussi, des marques de fringues, les supermarchés, ou vraiment ça, le nombre de références dans Buffy, ça va de, la Bible à des marques de gâteaux, quoi. Donc c'est très très large. Mais c'est ça, parce qu'en fait, il y a, comme je disais, il y a plein de registres de références différents, et donc il y a les références à la pop culture, mais il y a aussi des références au théâtre de Shakespeare, parce que Shakespeare, c'est une grande référence de Joss Whedon. Il y a évidemment énormément de références à la religion ou au sacré au sens plus large, donc ça va toucher à beaucoup de registres différents. Notamment, il y a tout un plan sur l'épopée antique qui va être réutilisé. C'est d'où le terme épopée dans le titre du livre. C'est-à-dire que Buffy, c'est au départ une héroïne classique. Elle est construite comme une héroïne classique, dans le sens où elle a tous les attributs du héros qu'on trouve dans les grandes épopées. C'est-à-dire qu'elle est blonde comme Achille. Il faut savoir que les héros sont blonds parce qu'ils sont en rapport avec le soleil. Les personnages positifs, et tout autour d'elle est en rapport avec la lumière. On est à Sunnydale, donc le Val ensoleillé. Elle s'appelle Summers, c'est l'été. Ça fait référence aussi aux super-héros, mais puisque c'est Cyclope qui s'appelle Summers aussi, si je me souviens bien. Mais donc voilà, elle a ce côté blond, elle va suivre tout le parcours du héros en tuant tout un tas de monstres de façon répétée, de plus en plus fort, etc. Donc tout ce parcours-là, on le retrouve vraiment en renversé, évidemment, puisque cette fois-ci c'est une héroïne et pas un héros. Donc par exemple, vous avez tous souvenir dans le lycée, les personnages féminins sont en général des personnages dangereux, séducteurs, qui vont vous détourner de du retour à la maison. Dans Buffy, c'est exactement pareil. Les vampires dont elle va tomber amoureuse risquent de la détourner de sa mission, qui est quand même de tuer les vampires. Donc on retrouve vraiment tout ce parcours hyper classique et qui est vraiment volontaire. Et qui va ensuite être complètement retourné et mélangé avec des références beaucoup plus modernes. Je prends juste un exemple. Si vous avez regardé Friends en même temps que Buffy, vous avez à la fois le gag, un des premiers gags de Friends, vous vous souvenez, c'est il y a Ross qui dit « je voudrais de nouveau être marié », et à ce moment-là, il y a Rachel qui arrive en robe de mariée, et Matthew Perry qui dit « And I want $1 million !» Et ce gag est répété par Willow, si vous vous souvenez bien, dans le Bronze à un moment. Elle redit exactement la même chose, ça doit être dans la saison 3, si je ne m'abuse. Et pareil, si vous regardez Friends, vous avez un moment où la sœur jumelle de Phoebe joue le rôle de c'est Buffy the Vampire Layer, la couverture des vampires. Elle fait des films pornographiques en reprenant le personnage de Buffy. Donc voilà, il y a des allers-retours constants, effectivement, qui participent, mais qui jouent sur tous les niveaux. C'est-à-dire, on a le plaisir, en tant que spectateur, d'avoir regardé la même série, mais après, pour des universitaires ou des gens qui s'intéressent à ce type d'informations, ça parle à plein de niveaux. C'est ça qui est très fort. Ça marie toutes ces références de façon assez harmonieuse. Et Non, je suis d'accord. Très bien. Et je voulais vous questionner un petit peu sur le rapport à la religion de la série, parce qu'il y a une forte dimension chrétienne ou même christique, avec des questions de dimension démoniaque et dimension paradisiaque, la rédemption de certains personnages. À la fin de la saison 5, Buffy qui se sacrifie avec les bras en croix, qui saute dans le vide les bras en croix. Qu'est-ce que vous diriez de la relation de Buffy, de la série Buffy à la religion ou à la chrétienté ou même au sacré? Comme on est dans la construction d'un mythe qui est judéo-chrétien quand même, qui est d'un point de vue occidental, on a effectivement plein de symboles. On a le personnage de Willow qui est de confession, dont la famille est de confession juive, et puis après on a plein de symboles chrétiens dans la lutte avec les vampires aussi, la croix, mais en fait c'est plus un espèce de patchwork Buffy de différentes spiritualités. On a des moments aussi où Buffy fait du tai chi avec Angel, on a l'utilisation des cristaux, où là il y a un côté un peu New Age qui était très, c'était quoi, les années 70 ou 80, ce genre de pratique. En fait,
Buffy, c'est un petit peu une sorte on donne un peu des conseils, enfin pas des conseils, mais des pistes spirituelles, et en fait on peut piocher dedans selon ce qu'on a envie. Mais en fait c'est pas une série qu'on pourrait qualifier de chrétienne dans le sens où de toute façon quand même les vampires sont quand même aussi un peu les héros de l'histoire. Et puis il n'y a pas de les powers that be qui, ils appellent ça dans la série, c'est enfin les puissances, merci, je cherchais la version française parce que en anglais c'est powers that be, mais les puissances supérieures on ne les voit pas et ça reste un mystère. Et je me souviens d'ailleurs qu'une des scénaristes, je crois que c'est Jane Espenson, qui avait dit que dans un des commentaires audio du DVD, par rapport à l'existence de Dieu, le jury est toujours en train de délibérer. Elle avait fait une petite blague, faut que ça reste mystérieux, et surtout c'est à l'interprétation de chacun. Et Buffy, pour ça, est assez représentative de la génération des millennials qui regardaient Buffy, adolescentes. C'est-à-dire que souvent, dans la majorité, c'est pas des personnes qui sont très croyantes, mais qui vont peut-être se raccrocher à des choses spirituelles selon ce qu'elles ont envie. Mais il y a plus ce truc de je vais à l'église qu'il y avait dans les générations précédentes, où c'est une exception, quoi. Dans la majorité, Buffy se fait un peu le reflet de ça, mais c'est toujours très beau, les imageries, un peu messianiques, un peu chrétiennes. Donc pour moi, les scénaristes utilisent un peu ce décorum parce que c'est aussi un truc qui est inscrit dans l'imaginaire collectif. Donc c'est comme ça, c'est plus prégnant comme mythe, quoi. Enfin, ça nous arrive directement. On voit de quoi on parle. Et puis, juste pour faire une seconde question pour vous, Fabien Clavel, vous dites aussi dans votre livre qu'il y a une dimension mythique de la série elle-même, qui crée son propre mythe en créant sa propre genèse, et donc elle ne fait pas que référence à des mythes extérieurs, mais elle crée le sien propre. Oui, c'est ça, elle part du personnage du vampire, qui est de forme classique. Elle lui donne une forme spécifique, avec cette histoire de masque par exemple qui disparaît, toute la question de l'âme qu'on a évoquée tout à l'heure. Et puis après, plus le temps passe, plus ça s'élargit. Effectivement, les vampires ont précédé les humains d'une certaine manière, donc on a toute une histoire mythique qui est donnée. Et le fait qu'on soit dans un univers quand même relativement horrifique, où c'est quand même il y a plein d'épisodes avec beaucoup d'éléments d'horreur. Une des caractéristiques du genre de l'horreur, c'est que le mal revient toujours. C'est pour ça qu'il y a des suites à n'en plus finir, mais ça fait partie du genre en fait. C'est que le mal est combattu, il est repoussé, mais il reviendra. On le pousse par la porte, il rentre par la fenêtre. Et donc dans Buffy, il y a ça. Alors ça va aussi avec la forme de la série, puisque une nouvelle saison derrière, il y a un épisode, il nous faut un nouvel épisode, il y a l'ennemi de la semaine, il nous faut un nouvel, la semaine d'après, il nous faut un nouvel ennemi. Mais encore une fois, ils ont pris des tas d'éléments qui sont aussi des contraintes pour le transformer en un tout cohérent. Et c'est ça qui est admirable. Et pour en revenir sur l'aspect chrétien, effectivement, il y a quelques symboles qui sont donnés, mais je suis désolé, je spoil, mais à la fin de la saison 5, quand Buffy meurt, effectivement, c'est quasiment une descente de croix qu'on a à la fin, avec Spike qui joue Marie-Madeleine, on a un peu tout, il le fait très bien d'ailleurs. Le mouvement où il y a un rayon qui passe, où il tombe un peu, je l'ai encore dans l'œil, dès le premier épisode, ça va marquer, il est très très fort cet acteur quand même. Donc il y a toute cette idée, mais très souvent c'est mis à distance. Les vampires ont peur des croix, mais plusieurs fois on montre le maître, il attrape la croix, ça le brûle un peu, il fait voilà, c'est tranquille. Si on se souvient de Kralik aussi, qui est le vampire super méchant pour ses 18 ans, lui aussi, quand elle lui met une croix dessus, il fait oh oui, là, plus bas, donc il s'est tourné en dérision. C'est pareil, à un moment, c'est dans la saison 4, me semble-t-il, c'est là où on apprend que Riley, c'est le seul à aller à l'église, quasiment. Ce qui participe aussi du fait que le personnage est à part par rapport aux autres, et c'est là que des vampires prennent en otage des gens dans l'église, et les vampires rentrent dans l'église en disant je sais pas de quoi j'avais peur finalement. Donc il y a quand même tout un côté, on a l'air de dire qu'il n'y a pas vraiment de puissance derrière, et que c'est une construction culturelle, mentale, qui fait la puissance de ces symboles. Donc pour moi, quand même sur le fond, c'est quand même plutôt une série athée, c'est assez clair. Même si Jane Espenson essaye de se dégager, moi je pense qu'elle n'est pas claire là-dedans, Jane. Et alors, autant les références au mythe ou à la religion, c'est là pour inscrire l'univers de la série dans un temps long, autant les références qui étaient plus liées à la pop culture nous ramenaient à notre monde réel.
toute cette part réaliste de la série, ça permet à Buffy d'aborder des sujets sociaux et politiques, en plus de faire une histoire sympa. Et le premier sujet, évidemment, auquel on pense aujourd'hui, c'est le féminisme, parce que même si on peut en discuter, et on va en discuter, est-ce que Buffy est une série féministe ? En tout cas, elle reste dans les esprits comme ça, la petite jeune femme blonde menue qui combat les gros monstres, c'est quand même assez marquant de ce niveau-là. Mais du coup, là c'est plus des questions pour vous, Marion Olité, parce que c'est là-dessus que porte votre livre. Mais comment est-ce que pour vous s'incarne le féminisme de la série ? Et puis je voulais aussi parler du male gaze, le regard masculin, qui s'exerce énormément au cinéma et dans les séries, c'est-à-dire que c'est le principe de représenter un personnage féminin, mais comme si on le voyait à travers le regard d'un homme. C'est même plutôt un impensé la plupart du temps, qui peut aussi toucher des réalisatrices. Et donc, est-ce que dans Buffy, pour vous, c'est plus du male gaze ou du female gaze, un regard donc féminin ? Alors pour répondre au male gaze, female gaze, c'est vrai que je pense que c'est des choses auxquelles Joss Whedon a réfléchi dans la mesure où déjà donc la prémisse de la série, c'est effectivement renverser les stéréotypes de genre et donner le pouvoir à la petite blonde qui se fait tuer dans tous les films d'horreur. Il a fait des études de cinéma avec différents. Il a eu donc sa maman qui a participé à la deuxième vague féministe américaine, donc dans les années 70. Il a grandi avec une maman féministe. Et puis lui-même, après, quand il a fait des études de cinéma, il a aussi étudié les films notamment de Alfred Hitchcock avec sa mentor qui s'appelait, je crois, Janine Bassinger. Il a étudié le male gaze, qui est en fait théorisé en 1975 par Laura Mulvey aux États-Unis. Donc c'est plutôt le temps que ça a parcouru pour arriver en France, c'est assez long, mais aux États-Unis, dans les années 90, c'était déjà étudié le male gaze, donc il en avait conscience. Et je pense qu'en créant déjà, d'une part, une série centrée sur une héroïne féminine, il y a une forme déjà de female gaze, parce qu'on est obligé de se mettre un petit peu dans les pompes de Buffy et de réfléchir à ce qu'elle ressent. Donc de base, ça oblige un petit peu. Mais après, effectivement, on peut faire du male gaze en ayant une héroïne féminine. Et je pense que Buffy aussi, un peu entre les deux, selon qui a écrit les scénarios des épisodes. Mais il y a des tentatives de female gaze qui sont très claires, notamment dans la mise en scène. Je pense par exemple à les épisodes finaux de la saison 3, où Angel s'est pris une flèche dans le torse et doit être guérie par le sang d'une tueuse. Et donc Buffy tente de choper celui de Faith, elle n'y arrive pas. Elle oblige en fait Angel à la mordre au cou, chose qu'on n'avait pas vue encore dans leur relation. Et en fait, donc il la mord, et là vraiment la mise en scène, on tourne autour de leur corps qui sont en mouvement. Lui il est torse nu, elle est habillée, il tombe, et puis il y a des gros plans sur sa main qui chope un truc qu'elle casse. On voit elle commence c'est un mélange un peu de douleur et d'extase, et en fait c'est vraiment une métaphore de l'orgasme féminin. Et la caméra monte et elle s'arrête sur ses yeux à elle. Il y a des gros plans sur ses yeux où elle est complètement en extase. Donc là il y a vraiment une tentative de female gaze, d'être dans ce que ressent Buffy et d'essayer de le faire ressentir au spectateur. Mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, un exemple de male gaze, mais là qui est vraiment, je pense, voulu et volontaire, au contraire, c'est en saison 2, quand Angel est méchant, et dans l'épisode Passion, en français je crois que c'est la boule de Tessula, on est du point de vue voyeuriste de Angel, plusieurs fois dans l'épisode. C'est lui qui commence l'épisode et qui est la voix du narrateur, qui raconte son poème sur la passion. Et on le voit espionner Buffy, espionner ses amis, aller la dessiner quand elle dort. Et donc là, on est vraiment du point de vue du male gaze. Et après, pour le reste de la série, essaye quand même d'être plus souvent dans les pompes de Buffy, ce qui fait que mais ça reste une série, je trouve, qui peut un peu osciller entre les deux. C'est-à-dire les personnages féminins sont quand même, je dirais pas, certains sont un petit peu sexualisés quand même, je dirais. Notamment le personnage de Cordelia. Voilà, ça dépend, je pense que ça dépend des épisodes. Et après, pour le féminisme de Buffy, pour répondre à la première question rapidement, mais le féminisme de Buffy, il a vraiment... Alors, c'est compliqué cette question. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut y avoir je suis tombée sur un compte sur Instagram qui s'appelle Buffy contre le patriarcat.
qui est vachement sympa, mais en fait la personne qui a créé ce compte, elle a fait une story en expliquant que pour elle, pour plein de raisons, elle trouve que Buffy n'est pas forcément une série féministe. C'est-à-dire que l'image, le personnage de Buffy, on peut le rendre féministe, mais que dans l'histoire, Buffy c'est quelqu'un qui recherche beaucoup la validation masculine dans la série, que a trouvé plein d'arguments pour dire en quoi ça c'est féministe. Bon, moi je comprends ces arguments. D'un autre côté, Buffy c'est l'histoire d'une émancipation féminine quand même, la série. Donc et Joss Whedon, en dehors de ce qu'il a fait donc sur le plateau, dont on parlera peut-être, de son comportement toxique sur le plateau qui était tout sauf féministe, il a imaginé cette histoire comme féministe et il est lui-même influencé par la deuxième vague féministe des années 70 et la troisième qui commence aux États-Unis à la fin des années 80, début des années 90. Et est-ce que vous diriez du coup que le féminisme que présente la série est daté vu d'aujourd'hui ou pas forcément ? Ça dépend des épisodes, ça dépend des sujets. Il y a des choses sur lesquelles Buffy est toujours très très pertinente. Notamment dans la manière dont elle dépeint les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, que ce soit dans, donc j'en parlais tout à l'heure, mais dans sa réappropriation de la rue tard le soir, la manière dont elle botte les fesses des démons, là il y a un côté un peu catharsis pour les femmes qui regardent, ou les personnes oppressées qui regardent cette série. Et puis il y a des épisodes qui parlent clairement de violence conjugale. Il y en a un dans la saison 3 qui est assez terrible et qui se passe donc au lycée où il y a une jeune femme qui est victime de la violence de son petit ami. Donc elle parle aussi très bien de la tentative de viol de Spike, la manière dont c'est filmé. Il n'y a pas d'ambiguïté. On nous fait clairement comprendre c'est une tentative de viol. Spike est coupable, il n'aurait jamais dû faire ça. Donc il y a des choses comme ça qui sont toujours aussi pertinentes quand on regarde Buffy. Il y a aussi des épisodes au lycée où Buffy se fait agresser par un élève qui fait de la natation et où elle est slut-shamée, c'est-à-dire que le directeur du lycée et le coach en veulent à Buffy parce qu'elle a cassé le nez de celui qui fait de la natation et qui va pas pouvoir concourir, et c'est ça apparemment qui est plus important que la sécurité de Buffy. Donc, et puis on lui dit regardez comment vous vous habillez quoi. Exactement, donc elle dit arrêtez de vous habiller comme en boîte de nuit. Donc ça c'est vraiment c'est pour ça. Donc voilà, il y a des moments où elle est super elle est malheureusement toujours très très d'actualité. Je pense que c'est pour ça que ça parle encore aujourd'hui. Il y a d'autres choses sur lesquelles il y a d'autres choses sur lesquelles elle est datée, notamment aujourd'hui c'est un féminisme qui reste quand même assez blanc. Il y a des personnages un peu racisés dans Buffy, mais pas beaucoup, et ils meurent souvent très vite et ils sont caractérisés de manière un peu problématique. J'en parle dans mon livre. Donc je pense que si Buffy était il y avait un reboot aujourd'hui, ce serait pas exactement la même série. En fait, il y a énormément de questions que j'aurais encore envie de vous poser, parce que là, on a parlé de la domination masculine, mais Buffy, c'est combattre toutes les formes de domination, donc c'est aussi très politique, c'est anticapitaliste. Vous dites même l'un et l'autre que c'est anarchiste ou communiste. Il y a vraiment beaucoup de thèmes que j'avais envie d'aborder, mais l'heure tourne très vite et j'aimerais qu'il puisse y avoir quelques questions dans le public aussi, donc je vais vous en poser une dernière. On va parler du volet de Joss Whedon. Et après, on aura quelques questions du public. Mais parce que donc Buffy, c'est une série qui a un message très émancipateur à tous les niveaux. Et en fait, il y a quelques temps, il y a Charisma Carpenter, qui est l'actrice qui joue le personnage de Cordelia, qui a témoigné par rapport au comportement qu'a eu Joss Whedon vis-à-vis d'elle. Et elle n'est pas la seule à avoir témoigné là-dessus. En fait, le réalisateur de la série a été reconnu comme quelqu'un ayant un comportement toxique avec des problèmes d'harcèlement moral, des systèmes de favoritisme à l'intérieur des équipes de tournage, que ce soit les comédiens, les cascadeurs, les techniciens. Voilà, il a eu un comportement assez sale qui n'est pas du tout pour le coup émancipateur pour ses comédiens. Donc je voulais déjà savoir comment vous avez réagi quand vous avez appris les accusations qui lui étaient faites. Moi, ça m'a fait faire une pause. J'étais déjà en train de rédiger mon essai, j'étais pile dedans et je me suis arrêté quasiment pendant un an
en me demandant si je pouvais continuer, parce que c'est vrai que Buffy, on a beaucoup idéalisé la série, on a idéalisé aussi Joss Whedon en même temps, et donc d'apprendre ça fait un coup, quoi, puisqu'il y a eu plusieurs trucs à la suite. Il y avait déjà sa femme qui avait montré qu'elle n'était pas, mais bon, c'était des affaires privées et qui étaient hautes. Là, c'était beaucoup plus problématique. Et après, moi, je me suis dit, bon, Buffy, on peut jeter éventuellement Whedon, mais on peut garder Buffy si on veut. Et du coup, j'ai recommencé. Et ce que je me suis dit, c'est autant servir de ça pour en rajouter une couche d'analyse sur la série. Et du coup, je me suis dit que par exemple, le groupe des geeks, qu'on a des mauvais geeks qui sont présents à la fin de la saison 6, comparé d'ailleurs, opposé à Xander, qui est le bon geek. Celui qui est respectueux des femmes, même s'il y a des choses problématiques aussi chez lui, hein, mais qui... oui, on en parlait avec une collègue hier et on n'était pas tout à fait d'accord. Voilà, mais qui est présenté comme ça, comme figure positive, et qui globalement quand même a une évolution lui aussi extrêmement intéressante, où il part, voilà, dans les premiers épisodes, not in a gay way, il repousse tout soupçon d'homosexualité, alors que dans la dernière saison, il va dire à Willow, make me gay. Donc voilà, il va quand même grandir là-dessus, beaucoup plus. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Ouais, sur Whedon, voilà. Donc j'ai mis un an, voilà. Et donc je me suis dit que ces geeks, ces mauvais geeks qui tournent mal et qui deviennent donc des agresseurs de femmes, c'est des incels, hein, en fait, avant la lettre. Je sais pas si le terme existait déjà. Incel, c'est involontaire célibataire. Enfin, je sais plus comment ça se dit en anglais exactement, mais c'est des célibataires. Enfin, ils se disent comme célibataires involontaires. Ce sont en gros des misogynes aigris qui... Voilà, ils se présentent comme des victimes d'un système dont les femmes les excluent, alors qu'ils devraient avoir accès au corps féminin, parce que le corps féminin, manifestement, est là pour ça. Et donc eux se comportent comme ça, effectivement. D'ailleurs, il y a un personnage qui leur rappelle, qui leur dit mais attention, ce que vous faites là, c'est du viol. Le mot est prononcé. Ça finit en meurtre d'ailleurs. Donc vraiment, on montre quand même tout ce truc-là. Et tous ces personnages-là qui sont un peu lâches, parce qu'ils en arrivent pas tout de suite là et tout, on peut les voir comme une espèce de figure noircie. D'un côté, il y a pour Whedon, il y avait cette figure un peu idéalisée pour lui. De Xander, qui a un côté très féminin et féminisé à plein de moments, qui est un geek en même temps, donc qui était le geek acceptable, auquel il s'identifie. Et en fait, on peut l'identifier maintenant au groupe des trois geeks qui tournent mal, quoi. Qui virent mal. Et évidemment, en plus, cette saison arrive à un moment où c'est plus lui qui est le showrunner, c'est Martin Oxon, à ce moment-là. Donc peut-être qu'il y a un lien entre les deux et tout. Enfin voilà, je me dis que ça donne de nouvelles pistes pour revoir la série et l'analyser encore autrement. Ouais, moi j'ai fait comme toi aussi. Quand j'ai appris le témoignage de Charisma et puis ensuite derrière l'avalanche de témoignages qui ont suivi, j'étais assez bouleversée. J'ai compilé un petit peu de manière frénétique tous les témoignages pendant quelques jours. Et puis après, pareil, je me suis posé la question de est-ce que continuer à célébrer une série sur l'empouvoirment féminin quand en coulisses son showrunner désempouvoiré, ses actrices en particulier. Est-ce que ça a du sens ? Et donc après réflexion, ça m'a permis aussi dans la deuxième partie de mon livre de réfléchir à comment aussi on a... Joss Whedon s'est créé son propre mythe de génie sympathique et geek à travers plein d'interviews qu'il donne et comment aussi on a permis ça, hein, parce qu'il n'y a pas que lui, c'est-à-dire que les universitaires, les critiques, les journalistes, les fans, on l'a déifié en fait. Donc j'ai mis un peu à jour ce mécanisme, réfléchi à ça et puis la question aussi après de est-ce que j'écris le livre, je me suis dit finalement oui, dans le sens où les fans continuent à adorer la série, les actrices et les acteurs qui ont eux-mêmes subi le comportement de Joss Whedon continuent à apprécier, à parler de la série, à dire que malgré les conditions de travail, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Charisma Carpenter aussi, Sarah Michelle Gellar aussi, elles en reparlent régulièrement sur Instagram. Et en fait, c'est elles qui sont devenues un peu les héritières finalement de tout ce côté progressiste de Buffy. Elles sont souvent engagées dans les droits LGBT, les droits des personnes racisées. Donc en fait, je me dis, il y a une réappropriation collective de Buffy.
Ça veut pas dire, on sait que c'est Joss Whedon qui a créé, on veut pas l'effacer complètement non plus. On sait que c'est Joss Whedon qui a créé la série, on sait qu'il est très fort, que les dialogues, beaucoup de, enfin voilà, on doit beaucoup de choses à Joss Whedon, mais on avait quand même oublié que c'était une série qui était créée par des centaines de personnes, et notamment beaucoup de femmes ont participé à créer Buffy. C'est peut-être aussi pour ça que aujourd'hui on peut dire que Buffy a aussi cette perspective féminine si rare, surtout quand on veut raconter un mythe comme ça, aussi dense. C'est aussi parce qu'il y avait des femmes derrière. Donc ça a permis aussi de peut-être décentrer un peu le regard de Joss Whedon et continuer à apprécier l'œuvre plus dans son ensemble et de réfléchir à toutes les personnes qui ont créé cette série. Tout seul, il aurait pas pu créer Buffy. Il avait la bonne idée, mais après, il fallait quand même la développer, et seul, il aurait pas pu la développer comme il l'a fait. Donc voilà, ça a permis de changer, de décentrer, de changer un peu la perspective et de regarder Buffy d'une autre manière. Donc au final, moi de toute façon, c'est toujours bien d'apprendre la vérité, je pense, quand même. Ça fait réfléchir. Oui, c'est sûr. Je vais passer le micro dans le public s'il y a des gens qui ont des questions. Non, il n'y a que des timides. Vraiment personne? Ah, ok. Merci beaucoup. Je voulais juste, on est tous d'accord, Buffy c'est génial, mais qu'est-ce que vous pensez de Angel, la série, et des comics après? Alors moi, Angel, je l'ai revu récemment en partie. Angel, l'apport qui est très intéressant, c'est que ça permet de poursuivre le côté ambiguïté sur la figure du démon. C'est vraiment là qu'il le creuse et ça rejaillit. Je parlais de Clem tout à l'heure, Clément. À mon avis, c'est un personnage qui vient des travaux qu'ils ont fait sur Angel pour donner une figure plus humaine et humanisée au démon. Il y a plein de démons gentils ou normaux, quoi. Je pense à Merle qui les renseigne et tout, et qui est juste une victime dans cette histoire. Lui donne des infos, il arrête pas de se faire tabasser, il finit par se faire tuer par des gens qui... c'est un crime de haine, pour traduire mal l'anglais. Donc tout ça est très intéressant. Je trouve qu'il y a quelques personnages assez extraordinaires, notamment autour des démons. Notamment, moi je pense au personnage de Lorne, qui est un des meilleurs personnages. Enfin voilà, c'est une des raisons de regarder Angel, le personnage de Lorne, parce qu'il est vraiment extraordinaire. Moi j'aime beaucoup Fred et j'aime beaucoup la trajectoire qu'ils lui font. Si on aime bien Wesley, il a aussi droit à une trajectoire extrêmement intéressante. Et moi, ce que j'avoue, il faut le voir au moins pour la saison 5. La saison 5, c'est vraiment, ils cassent leurs jouets et ils disent maintenant on repart de zéro. Et je trouve que ça prolonge très très bien Buffy, parce que Buffy s'arrête au moment où ça y est, on a le pouvoir. On n'a pas le pouvoir tout seul, mais on le partage. Mais du coup, on ne sait pas ce qu'elle en fait. C'est dans les comics, j'en parle après si je suis pas trop long. Mais alors que dans Angel, il y a maintenant on a le pouvoir, enfin une partie du pouvoir. On est dans la maison, on est dans les lieux de pouvoir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ça pose la question tout du long. Et ils tentent des tas de trucs dans tous les sens. Alors c'est un peu fouillis, mais je trouve que pour moi, c'est la meilleure des 5 saisons. Il faut la regarder parce que ils tentent des tas de trucs au niveau de l'imagination. C'est vraiment super. Donc voilà, c'est inégal, mais quand même, il y a vraiment plein de bons trucs. Et il y a une scène bouleversante quand même aussi autour de Fred et Wesley. Ça aussi, ne serait-ce que pour cette scène. Si vous ne pleurez pas à ce moment-là, si vous l'avez pas vu, le jour où vous la verrez, vous comprendrez. Si vous pleurez pas, c'est que faut vous poser des questions. Et sur les comics, en fait, je les ai relus récemment parce que justement, en sortant l'essai, je me suis retrouvé avec plein de fans de Buffy qui m'ont parlé de plein de trucs que je connaissais pas encore sur la série. Notamment l'essai de Marion, qui m'a encore me dit faut que je revoie ça, mince. Et du coup, j'ai lu la fin des comics. Moi, j'ai lu toutes les saisons. Alors, je suis pas hyper fan. J'ai trouvé que l'avant-dernière saison, donc ça doit être la 11, était la plus intéressante parce que son rythme rejoint celui de la série télé. Parce que le problème, c'est que dans les comics, alors on est toujours content de retrouver les personnages et tout, mais ça part un peu dans tous les sens. La saison 8, la saison 9, il y a des trucs, il y a des personnages de partout. En plus, ils se lâchent parce que là, il n'y a plus de limite de budget. Donc, il y a des trucs cosmiques, etc. C'est trop. Moi, je trouve qu'on perd de ce que faisait Buffy. C'est une petite ville de province, quand même, Sunnydale. Voilà. Mais la saison 9 est très très bien réussie parce que je trouve que ça a à la fois la dimension de la série. Et ça a à la fois l'ampleur des comics.
C'est-à-dire on peut se permettre de concerner tout le pays, quoi. Voilà. Et puis il y a une belle métaphore sur l'accueil des étrangers, etc. Mais on peut ne pas les lire aussi. C'est vraiment la série Buffy qui est au centre, quand même, selon moi. Oui, bah, sur les comics, moi je les ai pas tous lus, j'ai lu un petit peu la saison 8, mais effectivement je trouve que c'est bon de voir qu'ils ont fait de Dawn une géante, des trucs comme ça, c'est rigolo à lire, mais après je pense que j'ai pas non plus, l'univers va vraiment dans tous les sens, et du coup je pense que quand on est fan de comics on est habitué, mais moi j'en lis pas beaucoup, donc pour le 25e anniversaire j'ai quand même lu le reboot aussi qu'ils ont fait sur Boom, la maison d'édition Boom, donc je suis toujours un peu curieuse parce qu'on a envie de revoir ces personnages évoluer quand même, mais oui, c'est une extension qui a le mérite d'exister, quand on a envie d'en avoir plus, mais je suis pas ultra fan. Et sur Angel, pour moi c'est vraiment le pendant masculin qui du coup se vautre un petit peu trop dans le male gaze par moment pour moi. Donc il y a des épisodes intéressants sur la masculinité, sur le rapport à la paternité, donc ça c'est plutôt intéressant. En revanche, le rapport aux femmes dans Angel, moi c'était compliqué, quoi. Même le personnage de Fred par exemple se retrouve, qui est très cool, je suis d'accord, mais se retrouve quasiment entre Gunn et comment il s'appelle, et Wesley, qui m'énerve en fait. Moi je suis désolée, mais Wesley j'ai un petit peu de mal avec lui. Ils essayent d'en faire là un espèce de mec un peu alors que il était plus rigolo en coin sauce anglais, je trouvais. Et du coup dans Angel en fait on a vraiment Fred se retrouve dans ce triangle amoureux, mais en fait on sait pas pourquoi. C'est le personnage de Wesley, il a jeté son dévolu sur elle alors que elle finalement elle préfère l'autre, et puis il y a tout ce truc, du coup ça reste pendant je sais pas combien de saisons jusqu'à la fin justement, et j'ai l'impression qu'elle est trimballée de l'un à l'autre, mais elle a limite pas trop son mot à dire, quoi. Donc j'aime pas trop. Le personnage de Cordelia est ultra sexualisé, alors qu'elle a un arc de rédemption intéressant dans Angel, mais alors elle a beaucoup trop elle est foutue à poil dès que c'est possible. Du coup j'ai un petit peu je n'ai pas non plus aimé le retour de Spike en fait dans Angel, alors que j'aime beaucoup Spike, mais je trouve qu'il traite vraiment Harmony comme de la merde dans la saison 5, et ça m'a assez énervé, et finalement je trouve pas que, à la rigueur, pour creuser la relation qu'il a avec Angel, c'est un peu intéressant, mais sinon je trouve que alors que j'adore ce perso, il n'y avait pas forcément besoin qu'il revienne. Donc c'est un peu intéressant dans le rapport à l'entreprise. Donc là, je vais te rejoindre, du coup, Fabien, sur la saison 5 où il y a cette idée de détruire la machine de l'intérieur, et en fait, ils n'y arrivent pas. Donc ça rejoint un peu l'idée, le côté un peu anti-entreprise qu'il y a aussi dans Buffy. Mais voilà, je trouve qu'Angel est quand même beaucoup moins réussi que Buffy. Je suis désolée, je crois que ce sera la seule question parce que on est déjà en retard sur le timing prévu. Du coup, merci beaucoup à vous deux, merci à vous.